Bonjour, alors j'avais envie de vous partager ma définition de la psychomotricité. Parce que récemment, dans mon travail, j'ai été amenée à réexpliquer la psychomotricité à différentes personnes ça m'a beaucoup plu en fait de me redéfinir, de redéfinir ce que c'était que la psychomotricité. Je me souviens que pendant mes études, on m'avait dit écris régulièrement ta définition de la psychomotricité, tu vas voir, ça va changer, ça va évoluer. Et c'est vrai que c'était super chouette de voir en fonction de mes stages, de mes cours, de mes expériences, comme la définition de la psychomotricité s'orientait plus sur un aspect ou un autre et comment elle pouvait évoluer. Donc je vous propose ma définition de la psychomotricité, c'est-à-dire influencée par la façon dont je pratique la psychomotricité et mon expérience avec la psychomotricité. Donc ce que je trouve vraiment très parlant pour commencer, c'est le fait qu'un geste est composé, il y a trois composantes dans un geste. Le geste moteur, vos muscles et vos os qui font que vous pouvez tendre le bras, par exemple. Après, il y a la composante neuronale, c'est-à-dire que votre cerveau donne un ordre à votre bras pour faire ce geste-là. Parce qu'il y a des gestes qui sont complètement réflexes. Par exemple, quand on met du mascara et qu'on ouvre la bouche, enfin des choses comme ça qui sont pas commandées au niveau neuronal, mais voilà, il y a tout ce côté neuronal, de commande neuronale, et par exemple, on voit chez les enfants dyspraxiques, entre ce que leur cerveau commande et comment se passe la réalisation du geste, il y a quelque chose qui fonctionne différemment, par exemple, voilà. Et puis, il y a la dimension émotionnelle, c'est-à-dire que je fais ça pour tendre quelque chose ou donner quelque chose à quelqu'un, et en fonction du contexte dans lequel je suis, de la personne à qui je le fais, je vais être plutôt comme ça ou plutôt comme ça, voilà. Et ça, c'est la dimension tonico-émotionnelle, c'est-à-dire comment le contexte émotionnel dans lequel je vais faire mon geste impacte mon mouvement. Et c'est vraiment mon outil, en libéral, c'est mon outil de travail, ce tonus, le tonus, c'est vraiment mon outil et d'analyse, parce que je vais regarder comment l'enfant réagit au niveau tonico-émotionnel, et puis aussi de travail, c'est-à-dire de proposer à l'enfant ou au patient des situations dans lesquelles il va mettre en jeu son corps différemment. Si on joue à la bataille, ça va être dans la peur, dans la confrontation. Si on joue à un jeu de société, ça va être dans le fait de gagner l'excitation ou du stress, par exemple. Et voilà, de permettre à l'enfant d'expérimenter différentes situations tonico-émotionnelles, et que lui, à l'intérieur, il arrive à se situer et à faire que c'est trouver un équilibre, en fait. Donc j'espère que cette image du geste et de ces trois composantes vous donne un peu une idée de la psychomote. En fait, la psychomote, elle va prendre ce geste du coup de façon globale dans ces trois composantes. Dans la réalisation du geste, il me semble qu'au niveau moteur, au niveau des muscles, il y a quelque chose qui peut être plus travaillé. Je ne vais pas hésiter à envoyer en consultation chez un kiné. Et par exemple, si j'ai l'impression qu'il y a des blocages au niveau, souvent c'est au niveau du bassin, lors de la marche et tout ça, où je me dis, peut-être l'articulation du bassin, c'est pas top, j'envoie souvent chez l'ostéopathe par exemple. Et moi, personnellement, mon travail en libéral, du coup, ça va être plutôt d'avoir un regard global sur le corps de l'enfant et d'essayer de voir comment ces composantes s'articulent et comment mon objectif de travail avec l'enfant, ça va être qu'il trouve entre ses capacités à lui, vraiment ce qu'il peut réussir à faire et ce que la société attend de lui, ses parents, l'école et tout ça, qu'on arrive à trouver un équilibre où tout le monde s'y retrouve. Donc parfois, mon travail, ça va être plus d'accompagner les parents et l'école à s'adapter aux capacités de l'enfant. Hein. C'est souvent le cas dans l'écriture, quand l'enfant n'a pas la capacité à écrire plus vite ou mieux. Du coup, ça va être de proposer des aménagements pour qu'il ait moins à écrire et pour lui faciliter la tâche de l'écriture. Et puis, très souvent, c'est aussi, il y a souvent les deux, en fait, c'est aussi l'enfant qui va progresser sur tous les domaines où il peut progresser, et du coup, qui arrive à atteindre un niveau d'équilibre qui soit satisfaisant pour lui. Et le gros travail là-dedans, c'est de le faire avec bienveillance pour que l'enfant ait confiance en lui, que les parents aient confiance en l'enfant et aussi en leur capacité
à éduquer leur enfant. Et mon travail auprès de l'école, c'est aussi que l'enfant soit le plus à même de profiter des apprentissages qui lui sont transmis et que l'école trouve les meilleurs moyens de transmettre ces apprentissages-là à l'enfant. Donc moi personnellement, comme je travaille en libéral, je reçois souvent des patients pour les troubles du graphisme, de la motricité, des retards moteurs ou des difficultés motrices, que ce soit de la motricité globale ou fine, et puis aussi pour tous les troubles de l'attention, les troubles de l'hyperactivité, et puis aussi l'inhibition. Il y a aussi tous les troubles relationnels, et puis je travaille beaucoup avec les enfants précoces aussi, parce qu'il y a autour de l'hypersensibilité qu'ils peuvent avoir sur différents points, et ils ont souvent besoin de petits outils, et puis aussi de réassurance et de confiance en eux pour trouver leur place. Donc c'est la majeure partie des indications en psychomotricité en libéral, c'est ça. Après, en tant que psychomotricienne, je suis formée et habilitée à travailler avec tout type de population, dans toute structure et à tous les âges. Donc c'est vraiment le côté chouette de ce métier, c'est que je peux autant travailler en néonat, en service de néonat, qu'en soins palliatifs, en passant par les IME, les EHPAD, et puis les CMP, CMPP, enfin voilà, il y a vraiment un grand éventail de possibilités en psychomotricité, vraiment ça qui est génial. Et puis après, chaque psychomotricien développe une médiation, c'est-à-dire comment il va pouvoir mettre en jeu comment il va mettre en jeu, permettre au patient de mettre en jeu son corps. Et donc il y a plein de médiations différentes, ça peut être la sophrologie, la relaxation, ça peut être le jeu libre, ça peut être la danse, la peinture, l'escalade, le cheval en équithérapie par exemple. Enfin, chaque psychomotricien après avec sa personnalité, ce qu'il est, va développer les médiations qui lui parlent le plus et puis celles qui parlent aussi à ses patients. Et du coup, en libéral, moi j'utilise beaucoup le jeu libre, dans lequel voilà, c'est l'enfant qui vient proposer, dire ce à quoi il a envie de jouer. Donc dans l'idée du jeu libre, c'est vraiment pour moi de me dire que l'enfant vient mettre en travail, mettre en jeu dans la salle de psychomotricité ce qui est juste pour lui de venir mettre en jeu. Donc c'est vraiment cette grande confiance dans l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant vient et me propose tel jeu, c'est que je me dis, moi je l'analyse avec mon regard de psychomotricienne. Par exemple, quand on joue au Playmobil, il y a tout ce qui est en jeu au niveau de la motricité fine parce que l'enfant passe beaucoup de temps à organiser les choses. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de l'organisation, parce que l'enfant organise dans l'espace, dans le temps, s'il raconte des histoires et tout ça. Donc moi, ça me permet d'observer ça et d'analyser ça. Et je me dis que si l'enfant vient mettre ça en jeu en séance, c'est que c'est ça dont il a besoin. Donc je pars de ce que l'enfant apporte et je fais aussi quelques propositions, voilà, soit dans le jeu qu'il apporte, je propose des petits paramètres pour travailler certains points précis, ou soit je propose un autre jeu et puis je vois comment l'enfant réagit par rapport à cette proposition-là. Et en fait, mon idée, enfin, ce qui me semble vraiment très important dans la prise en charge en psychomotricité, c'est que ça agit un peu comme un catalyseur, c'est-à-dire que parfois on fait des choses que l'enfant peut faire aussi à la maison et tout ça, mais comme c'est fait dans ce cadre-là, avec cet adulte-là, à cette heure-ci précise, enfin voilà, dans le cadre d'une séance de psychomotricité, ce qui va être fait va avoir comme si c'était un catalyseur, quoi, va avoir un impact beaucoup plus important que si c'était juste réalisé à la maison. Je jouais au Playmobil à la maison, ça n'aura pas le même impact que de jouer au Playmobil dans une séance de psychomotricité. Et j'ai un petit exemple pour vous illustrer ça, c'est que j'avais une petite fille qui est de 2 ans et demi, qui avait un petit retard moteur, elle avait du mal à prendre des risques, elle ne faisait pas grand chose au niveau moteur, elle avait marché très tard et tout ça, et du coup en salle de psychomotricité, voilà, elle jouait avec les balles, je la mettais sur le gros ballon, voilà, mais la maman le faisait déjà à la maison, et elle me disait, la maman, c'est fou parce que
on fait des choses avec vous que j'ai déjà fait avec elle, que je lui propose de temps en temps, mais le fait de les faire ici en séance, bah, du coup je vois bien qu'après à la maison c'est des comportements qu'elle va beaucoup plus répéter, elle va même aller plus loin et tout ça. Donc ça agit, je pense que le cadre de la psychomotricité, c'est-à-dire le fait que la maman accompagne sa fille, qu'on travaille ça ensemble, qu'il y ait mon regard plus le regard croisé de la maman qui était plein de bienveillance sur cette petite fille, en fait ça donnait une sécurité, puis ça lui donnait des expérimentations corporelles qui étaient peut-être quasiment semblables à celles qu'elle vivait à la maison, mais avec quand même des différences parce que je faisais des propositions que la maman ajustait peut-être pas aussi finement que moi, entre guillemets. Et puis, tout ce contexte-là a fait qu'en vraiment quelques séances, la petite fille avait fait des progrès en motricité qui étaient fulgurants. Voilà, donc je vous racontais cette petite histoire-là pour vous expliquer l'idée de la séance comme un catalyseur, quoi, qui va permettre de pouvoir progresser comme ça. Alors, ça ne fait pas tout le temps des effets aussi rapides, mais quand même, je trouve que le travail en psychomotricité, ça permet de travailler de façon approfondie et en finesse des points qui après, du coup, vont stabiliser et puis porter l'enfant. Et puis, en plus de ça, ou à la base de tout ce travail-là, il y a aussi le travail de confiance en soi qui est fait parce que c'est un cadre où l'enfant est accueilli avec une extrême bienveillance et puis où on s'attarde autant sur ce qu'il arrive à bien faire que sur ce qui est difficile pour lui. Du coup, ça permet à l'enfant de trouver un équilibre et de ne pas être juste dans chercher à compenser ses difficultés, mais aussi comment optimiser ce qu'il arrive à bien faire et comment être valorisé sur ce qui est facile pour lui. Un dernier point avant de vous quitter, un psychomotricien ne pose pas de diagnostic. Pour poser des diagnostics, c'est les neuropédiatres ou les pédiatres ou les pédopsychiatres qui posent des diagnostics en récoltant les bilans de psychomotricité et puis d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, de l'école. Voilà, ces professionnels-là qui vont poser un diagnostic et moi en tant que psychomotricienne je vais apporter un bilan qui va dire si oui j'ai observé des troubles de l'ordre de la dyspraxie par exemple, mais je ne vais pas poser le diagnostic de dyspraxie parce qu'il y a d'autres paramètres qui n'entrent pas dans mon corps de métier. Et du coup, moi, j'observe ce que je peux observer au niveau des troubles praxiques et je dis que j'en ai effectivement observé, mais ça ne va pas être moi qui vais poser un diagnostic. Voilà, j'espère que cette petite définition de la psychomotricité vous aura éclairé, que pour vous, c'est un peu plus clair. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.